Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Bienvenue aux informations. Les présidents des institutions de la République étaient reçus hier à Koulouba par le président de la République. Ils étaient venus réaffirmer au chef de l'État leur soutien pour les efforts en faveur de la paix au Mali. Également au centre des échanges, le fonctionnement des différentes institutions de la République. Nouhoum Tapili, président de la Cour suprême, s'exprime ici au micro de Amadou Sankari. Nous avons longuement échangé sur la situation qui prévaut et nous avons bon espoir que dans les meilleurs délais et compte tenu de tous les efforts qui sont déployés de part et d'autre, que ces malheureux événements seront tout à fait jugulés et que le Mali, dans son ensemble, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, va se dédier entièrement à la mission qui est la sienne, la seule mission qui va, à savoir son développement. Compte tenu de tous les efforts internes et de tous les efforts qui sont accomplis par nos amis à l'extérieur, par toutes les forces vives, par toute la classe politique, nous pensons que le génie créateur du Mali pourra justement, encore une fois de plus, sortir de ces épreuves sans grand dommage, ni pour la cohésion nationale, ni pour l'unité de la nation, ni pour l'unicité du pays. Monsieur le Président, en dehors de la situation au nord du pays, est-ce que vous avez évoqué certaines questions intéressant la vie de la nation? Naturellement, quand les institutions se rencontrent, vous savez, comme on le dit, un État n'est fort que par le développement harmonieux, le fonctionnement harmonieux de toutes ces institutions. Il nous est arrivé de parler du fonctionnement harmonieux de toutes les institutions. Parmi ces fonctionnements, bien sûr, il y a aujourd'hui ce qui nous préoccupe aussi, ce sont les élections. Mais sur ce plan, vous comprenez que la situation est telle que il faudra surtout juguler l'insécurité qui est en train de menacer un peu la cohésion nationale pour pouvoir faire face aussi à cette échéance importante à laquelle les hautes autorités de ce pays semblent tenir. Et donc je pense que par rapport à cet aspect, il n'y a aucun problème. Et le plus urgent aujourd'hui est de faire en sorte que justement ces événements malheureux qui n'ont aucune explication fondée, parce que nous sommes quand même en démocratie et nous pensons qu'il y a des créneaux pour parler, il y a des créneaux d'expression légaux. Rencontre d'échange sur la situation qui prévaut au Nord Mali, ça s'est passé hier entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, celui chargé de la défense et des anciens combattants et la presse. Principal message qui en ressort, le respect de la déontologie en matière de communication. Il s'agissait donc pour les deux ministres de rappeler aux hommes des médias leur rôle de sensibilisation et de maintien de la cohésion sociale pour préserver la diversité ethnique et culturelle du pays. Un cadre de partenariat sera créé entre les services techniques de deux ministères pour faciliter l'accès à l'information pour le grand public. La rencontre a réuni les coordinateurs régionaux de l'URTEL, les directeurs de publication et des radios privées de la capitale. Le compte rendu, c'est avec Agali Aguissa. La parole participe à la construction nationale et peut également contribuer à la destruction de l'humanité. C'est conscient de cela et suite aux douloureux événements survenus dans le nord et dans certaines villes du Mali, que deux membres du gouvernement ont décidé, à travers cette rencontre, de sensibiliser les hommes de la presse sur leur rôle dans la préservation de la cohésion sociale. Ce pays-là, c'est une case commune. Chacun prend sa direction pour aller vers sa construction. Donc quand il s'agit vraiment de l'unité nationale, je pense que nous sommes tous interpellés. Nous devons nous battre, quoi qu'il advienne, pour préserver ce pays. Et cette bataille-là, elle est d'abord une bataille au niveau de l'imaginaire collectif. Elle est d'abord une bataille au niveau du mental. Et cette bataille, vous êtes les mieux placés pour la remporter, cette bataille. À travers l'information, à travers la sensibilisation, à travers l'éducation. En ne colportant pas n'importe quoi. Le général Sadio Gassama, qui a pris fonction il y a 24 heures seulement, dira que les militaires continuent d'assurer leur mission de défense de l'intégrité territoriale.
Le ministre a laissé entendre que l'armée compte dans ses rangs les hommes issus de toutes les couches sociales du pays et qu'il convient donc de gérer avec beaucoup d'attention la situation actuelle. C'est pourquoi toutes les stratégies nécessaires seront développées pour donner l'information qu'il faut aux hommes des médias, un maillon incontournable dans la sensibilisation et la consolidation de la paix. En accompagnant les forces armées, ce n'est pas le général Gassama que vous accompagnez, ce n'est pas l'armée que vous accompagnez, c'est le Mali que vous accompagnez. En tout cas, nous vous donnons toute l'assurance d'être aujourd'hui disponibles. Nous allons nous organiser tout de suite pour qu'il y ait une liaison permanente entre la presse et le ministère de la Défense. Le général Gassama a saisi cette occasion pour expliquer comment 45 militaires en poste à Andarboukan se sont retrouvés en République voisine du Niger. Il y a des militaires au Niger, effectivement maliens, mais il s'agit des militaires de la compagnie d'Andarboukan. Ils étaient 45 personnes. Donc quand on a senti la pression des rebelles aller sur cette compagnie, il y a plus de 20 véhicules qui sont dirigés vers cette compagnie. 45 personnes face à plus de 20 véhicules, ça ne va pas tenir. Le commandant militaire a instruit, vous évacuez rapidement le camp, ne vous laissez pas surprendre. Et on a informé le commandant militaire nigérien pour dire que nous avons ordonné à nos éléments d'évacuer le camp. Certains certainement vont aller vers vous. Préparez l'accueil au premier poste frontalier et acheminer-les là où on peut les récupérer. Il faut rappeler qu'au terme de ces travaux, les coordinateurs régionaux de l'IRTEL, les directeurs de publications et des radios devront formuler des recommandations. La rentrée littéraire du Mali est effective depuis hier et c'est le Premier ministre qui a présidé hier l'ouverture de cette troisième édition. L'événement sera mis à profit cette année pour débattre des élections présidentielles prévues sur le continent en 2012, de la littérature, de la sécurité et de la crise économique mondiale. La rencontre se tient jusqu'au 10 février prochain ici à Bamako. Ibrahim Traoré est allé voir. La rentrée littéraire regroupe à Bamako pour la troisième année consécutive les professionnels du livre et les amoureux de l'écrit. Ils se retrouvent pour des conférences-débats qui vont traiter des élections présidentielles prévues sur le continent en 2012. Il sera également question de la littérature et de la politique, du printemps arabe et de l'Afrique, de la parole féminine dans la littérature africaine, de la sécurité et de la crise économique mondiale. Je vous demande juste ceci. Mettons un sou dans le livre et la lecture. Mettons un sou dans la culture pour ne pas devoir mettre tout dans l'intolérance et l'insécurité. Ce rendez-vous littéraire permettra surtout à des écrivains venant d'Afrique et du reste du monde d'élargir leur champ de communication pour l'intégration culturelle. Les espaces de discussion mettront en exergue la réception et la critique des œuvres littéraires, non seulement par les élèves et étudiants, mais aussi et surtout par les journalistes et les professionnels du livre. Les hommes d'affaires africains doivent s'intéresser à la culture. La culture rapporte de l'argent. Attention, pourquoi les hommes d'affaires africains n'investissent-ils pas dans le cinéma, par exemple? Ils auraient plein de sous, je vous assure. Dans la littérature, dans l'édition, dans l'organisation des festivals, dans la télévision, dans les arts plastiques, dans le théâtre. Il ne faut pas tout laisser à l'État. Il y a des initiatives privées qui doivent être canalisées en direction de la création culturelle et de l'enrichissement des infrastructures culturelles de ce continent. La rentrée littéraire entend promouvoir les auteurs et diffuser leurs œuvres, mais aussi aider à la structuration et à l'intégration de la filière du livre en Afrique et au Mali en particulier. Il ne suffit pas d'avoir l'habitude et la facilité de la plume. Il s'agit aussi de mettre à chaque instant sous cette plume la pureté, la noblesse et l'élégance de la langue, car aujourd'hui plus que jamais, la jeune génération en a besoin. Le SMS, le MMS, le Facebook et que sais-je encore sont à leurs yeux de nouveaux genres littéraires. Pour rester dans le sens du vent et assurer à nos enfants la formation littéraire à toute épreuve, il s'agira pour nous d'élaborer des règles applicables non à la pensée, mais à l'écriture, car celle-ci garantit l'avenir de celle-là.
La 3e édition de la rentrée littéraire du Mali se tient jusqu'au 10 février à Bamako. Les récompenses qui seront décernées cette année sont le prix du premier roman, le prix Massama Diabaté et le prix Yambo Wologem. Un nouveau projet pour la promotion de la participation des femmes à la vie politique. Il est de la fondation du Centre malien de dialogue interparti et il a été lancé hier, financé à hauteur de 82 millions de francs CFA par l'Union européenne. Ce projet s'étend sur 25 mois et couvre les régions de Kaï, Koulikoro et de Mopti. Il vise à encourager une forte implication des femmes maliennes dans la vie politique pour assurer du coup une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision. Le point avec Bouakar Sissoko. Au Mali, les contraintes sont nombreuses qui empêchent l'émergence politique des femmes. Le constat est que la visibilité des femmes au niveau des instances de prise de décision reste faible. Pour corriger cette insuffisance, la fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CEMDID a initié ce projet promotion de la participation des femmes en politique. Pendant 15 mois, le projet se propose d'encourager l'engagement des femmes en politique par une formation aux mécanismes politiques. Il s'agira également, à travers ce projet, de soutenir les candidatures féminines en faisant du plaidoyer loading auprès des partis politiques. À la Fondation CMDID, nous sommes convaincus que le combat pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances publiques et décisionnelles devra d'abord être gagné au sein de leur famille politique. Le projet promotion de la participation des femmes en politique arrive à un moment où l'égalité femmes-hommes est l'une des conditions de la modernisation de nos systèmes politiques. Le projet promotion de la participation des femmes en politique sera exécuté par le CEMDID et ses partenaires, notamment le groupe pivot et citoyenneté des femmes et le cadre de concertation des femmes de partis politiques. Lors des élections de 2007, seulement 10% des députés sont des femmes et nous espérons sincèrement que la représentation sera bien plus élevée lors des prochaines échéances de cette année. Un pays tel que le Mali ne peut se construire sans une participation pleine et active de la totalité de ses citoyens. La problématique de la participation des femmes en politique est une des préoccupations majeures du gouvernement malien. Pour permettre aux femmes de participer au même pied d'égalité que les hommes, il faut nécessairement une prise en compte de leurs priorités dans les partis politiques. Le présent projet, qui vise à encourager une forte implication des femmes dans la vie politique et à assurer leur meilleure participation au sein des instances de décision nationales du Mali, est donc un appui complémentaire aux efforts du gouvernement du Mali. L'atteinte des objectifs du projet dépend de l'engagement des formations politiques à développer des mécanismes afin de favoriser la représentativité des femmes pour leur émergence. Et au même moment, à Koulikoro, l'on procédait à la restitution des résultats de la révision des listes électorales. Il s'agit donc des révisions effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2011 et sous réserve de la délégation générale aux élections DGE. La deuxième région compte 1 146 015 électeurs qui seront répartis dans 3 548 bureaux de vote pour l'année 2012. Wartem Koulikoro, Seydou Traoré. Cette réunion d'information sur les résultats de la révision des listes électorales se veut un cadre de partage des principales activités menées dans la période de révision des listes électorales. La rencontre a permis au gouverneur et son cabinet de présenter l'état des inscriptions, des radiations, des corrections et d'électeurs potentiels aux acteurs de la deuxième région. Nous avons 1 446 015 électeurs à travers la région. Et 3 548 bureaux de vote. C'est déjà très important quand on les divise par cercle et que les gens puissent savoir ce qu'il y a lieu de faire. Il faut qu'on se parle pour que les gens puissent être au même niveau d'information, pour qu'on puisse nous aider les uns les autres. En attendant le traitement informatique par la délégation générale aux élections, le tableau bilan de la révision des listes électorales affiche en deuxième région 71 754 nouvelles inscriptions, 128 376 radiations et 21 854 corrections. À ces chiffres, le nombre d'électeurs pour 2012 donne sous réserve de la DGE 1 146 015 électeurs. Une synthèse bien partagée par les acteurs. Je trouvais que l'idée était très bonne et très constructive d'appeler les gens et de faire le point sur les listes électorales qui ont été révisées, bien que c'est annuel, mais cette fois-ci, les listes qui ont été arrêtées vont servir pour les élections qui s'approchent. Donc,
que les gens aient tous l'information en même temps. À ces révisions qui se sont déroulées du 1er octobre au 31 décembre 2011, les acteurs concernés ont déploré quelques difficultés. Des difficultés qui touchent au faible niveau des délégués des partis politiques, le léger retard dans la fourniture des équipements de révision par la DGE et le peu d'engouement des populations. Autre sujet, les femmes de la commune rurale de Finkolon, Sikasso et la direction régionale de la femme se donnent la main pour lutter contre l'excision et les mutilations génitales féminines. Les deux entités viennent de célébrer ensemble la journée internationale de lutte contre l'excision à travers une série d'activités qui vont de la communication au théâtre en passant par les jeux concours. C'était en présence des autorités administratives, leaders communautaires et des représentantes des structures en charge du programme de lutte contre l'excision. Wartem Sikassou, Daouda Diakiti. C'est la commune rurale de Finkolo-Sikasso qui a servi de cadre pour la célébration de la journée internationale de lutte contre l'excision et les mutilations génitales féminines édition 2012. Une édition placée sous le thème « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, préservons la santé de la mère, de l'enfant et de la famille ». La commune de Finkolo est dans le projet transfrontalier entre le Mali et le Burkina. Le cadre de concertation a déjà été formé, donc on est dans la formalité, ils sont dans la mouvance des pratiques de l'abandon des pratiques néfastes contre la femme et les filles. C'est la raison pour laquelle ils ont été choisis. Plus de 85% des femmes et des jeunes filles, dès leur première naissance, ont subi l'excision. 94% pour la région de Sikasso. J'invite tous les hommes et femmes de la commune à accompagner non seulement le projet ainsi initié, mais aussi à s'inscrire résolument dans l'abandon de cette pratique qui met mal notre pays, notre bien-être physique, moral, psychologique et pourtant annuler tout effort de progrès. Communication sur les mutilations génitales féminines excision, représentation théâtrale et jeux concours assortis des cadeaux ont été les temps forts qui ont marqué la célébration de la journée internationale contre l'excision édition 2012 en 3e région. Et en 4e région, la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision a été célébrée à travers une conférence débat sur le thème « Tolérance zéro au MGF » et plusieurs autres activités artistiques et culturelles de sensibilisation. De ce goût, les précisions avec Amaïgire Ogobaradolo. Les femmes de la 4e région disent non à l'excision et toute autre forme de violence sur les femmes. La journée y est dédiée. Permettez-moi alors de rendre hommage à tous les acteurs du combat contre l'excision en ce jour solennel de commémoration de la lutte pour l'éradication de ce phénomène qui constitue un problème de santé de la mère et de l'enfant. En effet, la région et l'ensemble de ses partenaires œuvrent sans relâche à éradiquer le phénomène par plusieurs activités. Hélas, le taux de pratique reste cependant inflexible avec 92% pour la région. Malgré toutes ces actions, les résultats obtenus ne reflètent pas les efforts déployés sur le terrain. La pratique de l'excision persiste dans plusieurs localités du Mali, en témoignent les résultats de l'EDSM 4. Exemple pour la région de Ségou, le taux est de 92%. Le directeur de cabinet du gouverneur a invité chacune et chacun à son niveau de responsabilité à être un vecteur, un catalyseur de ce combat contre l'excision. À sensibiliser les individus, les familles et les communautés sur les conséquences de l'excision, sur la santé de la mère et de l'enfant. À informer les parents sur les facteurs qui influencent négativement la santé sexuelle et reproductive de la femme excisée, et à renforcer la capacité des acteurs socio-sanitaires dans les activités de sensibilisation en matière d'excision. Le docteur Koli Sissoko et la sage-femme Mme Kani Diawara ont développé le thème de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Préservons la santé de la mère, de l'enfant et de la famille, voire la communauté. Cette conférence a été soutenue par un sketch conçu par l'Association des ex-pratiquantes ou exciseuses de Ségou.
Du sport maintenant, et nous parlons de la CAN 2012, les demi-finales de la CAN 2012 qui se jouent aujourd'hui. Première rencontre de cette affiche Zambie-Ghana à Bata à partir de 16h et à 19h Mali-Côte d'Ivoire. Les Aigles du Mali qui disputent pour la 5e fois une demi-finale de la CAN entendent bien déjouer les pronostics en se qualifiant pour la finale. Le point avec nos envoyés spéciaux Amara Malé Diallo et Dembawan. Lentement mais sûrement, les Aigles du Mali continuent leur ascension vers le sommet continental. Désormais dans le quatuor du football africain, le Mali fait son chemin dans cette CAN en déjouant les pronostics. Venu ici au Gabon en outsider, l'équipe nationale s'appuie sur la force, l'envie et la bonne humeur de sa jeune vague. Ça fait plaisir, on est en demi-finale, on ne nous attendait pas ici. On est parmi les 4 meilleures équipes africaines. On a une grosse demi-finale à jouer contre la Côte d'Ivoire. Tout est possible sur un match et on sait que ça va être compliqué. Personnellement, je suis très content d'arriver jusqu'ici. Vous savez, ce qui nous arrive depuis le début, on est prêt à affronter n'importe quelle équipe. Après, cette équipe, il y a du mental, il y a du talent et on a su montrer qu'on était costaud physiquement, techniquement et même dans la tête. Donc on a à craindre personne dans cette compétition. Il faut jouer son atout à fond, faire ce qu'on sait faire, jouer au foot et espérer gagner contre la Côte d'Ivoire. Si à ce niveau de la compétition, les nôtres n'ont plus rien à perdre parce que jouant sans pression, force est de reconnaître que l'adversaire en face pour la demi-finale est d'un autre calibre. Ça c'est un beau challenge, un beau rendez-vous et je crois qu'il faut éliminer tout côté craintif de ce match. On sait que c'est une belle équipe, on sait qu'ils sont favoris, mais le challenge est beau à relever. Voilà, c'est ce que je dirais. Bon, après j'espère qu'on aura, avec un petit jour de moins, c'est là, tout le problème va se poser là, en termes de récupération physique, récupération des petits blessés. Voilà, mais un beau match, un perfectif, en tout cas un joli rendez-vous qui était pas prévu éventuellement au départ, mais qu'on est content et fier d'y être. L'exploit est alors possible si l'équipe fait preuve de la même sérénité comme lors du match de quart de finale contre les Panthères du Gabon et si la réussite leur sourit par la multiplication des occasions de but. Parce que des buts, il va falloir en marquer contre les éléphants qui ne cachent pas leur envie de pachyderme, piétiner tout sur leur passage pour remporter la CAN. Et c'est sûr, les Aigles ne l'entendent pas de cette oreille. À présent, l'historique de quelques rencontres entre les deux équipes, Mali-Côte d'Ivoire. On va d'abord rappeler que le Mali est absent à ce niveau depuis 2004, c'est-à-dire le stade des demi-finales. Le Mali entend jouer sa deuxième finale de CAN après celle de 1972 face à une formation ivoirienne en quête d'un deuxième trophée depuis 1992. Ousmane Dao. Comme les autres Mali-Côte d'Ivoire, cette première à ce niveau d'une Coupe d'Afrique des Nations aura certainement son accent particulier. Sur le papier, les éléphants partiront certes favoris puisqu'ils ont la meilleure défense, 0 buts encaissés en 4 matchs, la meilleure attaque avec 9 buts inscrits, le fruit d'un collectif avec beaucoup de joueurs expérimentés autour du capitaine Didier Drogba, auteur de 3 buts. En face, le Mali se présente avec 4 rencontres, une perdue et 2 gagnées pour 4 buts scorés et 4 concédés. Qu'à cela ne tienne, le Mali c'est un bon dosage, alliant expérience et jeunesse et qui a prouvé qu'avec la volonté tout est possible. Au-delà de ces constats, à chaque fois que le football malien a rendez-vous avec celui de la Côte d'Ivoire, une certaine psychose s'empare de tout le monde compte tenu des chiffres. La Côte d'Ivoire nous a barré plusieurs fois la route à une qualification en phase finale d'une CAN, plus la victoire de 94 pour la 3e place et celle de 2008 en match de poule. Le constat est dur, les chiffres sont ivoiriens. Mais, je dis bien mais, car les Aigles peuvent renverser n'importe quelle formation s'ils arrivent à croire en leur valeur intrinsèque dont on doute point, plus l'envie, la volonté d'un groupe à regarder toujours dans la même direction comme ils ont fait montre depuis le début du tournoi. Tournoi dans lequel personne ne vendait chèrement leur peau, même les observateurs les plus avisés. Maintenant, la balle est dans votre camp, j'allais dire dans vos pieds, pour continuer à déjouer les pronostics en ayant en tête que vous pouvez écrire une nouvelle page de l'histoire de notre football. Et puis, tout le monde se souvient encore de quelques-uns de vos exploits. La Coupe du Monde Junior au Nigeria en 99, les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, pourquoi pas Gabon-Guinée équatoriale 2012. Surtout qu'en football, le ballon est rond et le gazon est vert pour tout le monde. Pour cela, il faut seulement croire que c'est possible. Oui, c'est bien possible, Ousmane Dao. Un cri de cœur que tous les Maliens partagent d'ailleurs. Et nous souhaitons la victoire des Aigles ce soir face à la Côte d'Ivoire, juste après les matchs de la CAN. Vous pourrez donc suivre la grande édition aux environs de 21h30 avec Ndei Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'OATM. À demain.